Messieurs, dames, prenez place. Il n'y a pas de plan de table. Hein. Pas de plan de table. Non. Prenez un micro. Vous avez chacun votre micro. Merci en tout cas d'être avec nous pour parler d'IA. On va d'abord essayer de démêler le frais du faux. On a invité une spécialiste. C'est toujours intéressant sur ces sujets comme ça. Bonsoir Françoise, merci. Spécialiste qui ne connaît rien à l'audio, on est d'accord. Mais qui connaît en IA. Et alors, c'est vrai qu'on a voulu mettre de l'IA. Alors, c'est vrai que c'est un peu à la mode en ce moment. Il faut mettre IA. Tout de suite, on fait venir du monde. Là, ça a marché aujourd'hui. ChatGPT a révolutionné beaucoup de choses ces dernières années, hein, d'ailleurs. Hein. Bon, il y a le côté feu de l'amour aussi. Mais est-ce que c'est vraiment une révolution? Et Françoise, je crois que vous avez aujourd'hui quelques slides à nous montrer pour nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait. Hein. Et là, il y a la petite zapette. Alors, la zapette. Ça? Voilà, tout à fait. Super. Donc ça, c'est juste un truc où vous n'allez rien voir, c'est normal. Le seul truc intéressant, c'est la dernière ligne, en fait, tout en bas. Vous voyez les dates. L'IA, ça a commencé en fait vers 1950. Donc c'est vieux ce truc-là, ça date de très très longtemps. Ça montre également qu'il y a deux fils, un bleu et un rouge. Un bleu, c'est les gens qui ont cru qu'on pouvait modéliser entièrement tout ce qu'on sait à partir de règles explicites. Échec minable. Et puis les rouges, ce que j'ai fait toute ma vie, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de IA prédictive. Puisqu'on en a entendu juste avant. Donc tout ça, ça s'est déroulé entre 1950 et 2023, moins un mois, c'est-à-dire la sortie de ChatGPT, c'est le petit rond vert. À partir de là, on ne parle plus d'IA prédictive, de machine learning et de toutes ces choses, même pas de symbolique. Ça Donc qui n'était pas vraiment grand public, on va dire. Il y en a partout dans toutes les entreprises. Yannick, tout à l'heure, tu disais, évidemment, tout le monde utilise cette IA prédictive. Il y en a partout. Votre téléphone, là, vous pouvez sortir ce truc-là, il y en a au moins, il y en a au moins une cinquantaine d'applications. Il y a là-dedans. Dans l'iPad, c'en est plein. Donc, notamment celle de Spotify. Hein. Il y en a partout. C'est très largement utilisé. Mais tout d'un coup, il arrive quelque chose. Alors, j'ai mis une date là tout en haut, en 2012, où en 2012, il y a une IA comme ça, rouge, qui écrase complètement la concurrence pour reconnaître des images. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et puis tout d'un coup, à Noël, sous l'arbre de Noël, tout le monde, vous avez joué avec ChatGPT, forcément, what else? D'accord? Donc c'est ça qui s'est passé. Donc c'est complètement nouveau. L'IA prédictive, c'est celle que j'ai montrée là à gauche. On vous montre une image, un chat par exemple, peu importe, et on vous dit, est-ce que tu peux me reconnaître ça? Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un chien? Donc ça, c'est tout ce qu'on connaît depuis 30 ans, en gros. Tout ça, on savait le faire il y a 30 ans. Et puis, à droite, l'IA générative. Donc ça vient de techniques qui ont été inventées, on va dire, à partir de 2017. Donc, vous savez, quand vous repeignez la peinture d'un appartement, ça colle encore. Hein, c'est encore très frais au point de vue technique. Et puis, j'emprunte ce schéma à droite à un numéro qui est sorti chez France TV par Cathy Brem. C'est l'IA générative qui peut produire des contenus qui sont indistinguables de contenus générés par des humains. C'est-à-dire, je peux produire un contenu qui va parler comme Yannick, qui aura la tête de Yannick, qui bougera les lèvres comme Yannick, mais qui ne dira pas la même chose que ce que Yannick voudrait dire. Il dira ce que moi, je veux qu'il dise. D'accord? C'est ça. C'est ce qu'on appelle aussi les deepfakes, d'une certaine façon. Ça s'appelle un fake, tout à fait. Et deep, parce que la technologie en dessous, c'est du deep learning. Mais bon, passons sur ces détails sales. Alors, l'IA prédictive, on a vu, c'est la reconnaissance de Charles, hein, c'est tout ce qui est déployé un peu partout. Et le petit dessin à droite qui a une sale tête, vous voyez l'humain, là, ça, c'est la performance zéro, c'est l'être humain. Nous, on est au niveau zéro de la performance. Toutes les autres technologies, la reconnaissance de la parole, de l'écriture, de l'image, tout ce que vous voudrez du langage, ça a commencé beaucoup plus bas, peu importe l'échelle, on s'en fiche. À partir de 2017, 2018, tout ça, c'est meilleur que l'être humain. Donc l'IA est déjà nettement meilleure que l'être humain, chacun sur une tâche. Mais il n'y en a aucune qui est meilleure que nous sur tout. C'est ça notre point fort, pour l'instant. C'est la différence avec le cerveau humain. Voilà, pour l'instant, on en est là. D'accord? Alors, une autre chose qui est très importante, et c'est très important en particulier dans vos métiers, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'adoption. Dans la première vague, on va dire, la vague entre 2012-2022, il fallait à peu près entre 1 et 6 ans pour obtenir 1 million d'utilisateurs.
D'accord ? Et il a fallu, par exemple, à Facebook, 4 ans et demi pour obtenir 100 millions d'utilisateurs. Maintenant, à partir de 2023, donc avec l'IA générative, 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Pas mal. Bon, gratuit. 100 millions pour gratuit. 100 millions en 2 mois. Sur les autres ne sont pas gratuites. Hein. Ouais, Facebook est gratuit. Facebook est gratuit. Mais pas Netflix, pas Spotify, il a un mode gratuit. Donc voilà, c'est ça qui se passe de vraiment très flagrant, c'est que tout d'un coup, ça va beaucoup plus vite. Si ça va beaucoup plus vite, ça veut dire que vous lancez une application et immédiatement, vous allez avoir des millions d'utilisateurs, ce qui est assez agréable pour un business model en général. Le point suivant, c'est que ça améliore la productivité dans tous les secteurs. Vous ne pouvez pas lire ce dessin, c'est fait pour. Voilà, il y a plein de domaines dans lesquels on peut vraiment gagner en productivité et c'est souvent pour ça, à part le fait que c'est fun, c'est souvent pour ça que les gens vont utiliser ChatGPT. Dans les médias, ça permet de quoi ? Collecter, créer, distribuer du contenu. Qu'est-ce qui me disait qu'il peut fabriquer ses blogs ou ses textes ou ses articles avec ChatGPT. On le verra dans un instant avec des exemples très concrets voilà. Ici. Donc ça peut aider à la rédaction, ça peut rechercher de l'information quand vous faites du journalisme, ça peut créer des contenus audio, faire raconter n'importe quoi à Yannick, voilà, facile. Ça peut structurer éventuellement votre pensée, moi je l'utilise beaucoup comme ça, fais-moi un résumé en 4 points, 4 pour et 4 contre, voilà, il me fait ça bien. Mais il y a quand même des gens que ça inquiète. Donc vous avez vu qu'il y a une grève des acteurs à Hollywood, qui s'est résolu ce matin, et l'un des articles, semble-t-il, dans cet accord des acteurs, ça a été de dire il faut contrôler l'IA. C'est-à-dire, si un film utilise l'IA pour faire le film, alors il faut que ce soit contrôlé. Le seul point de contrôle qu'ils ont obtenu, c'est que le syndicat des acteurs soit avisé. Ça s'appelle du lobbying en coulisses assez féroce quand même. Hein. Donc, en tous les cas, ça, c'est un vrai problème. Alors, par exemple, j'avais rencontré quelqu'un qui est chargé de doubler un film. Bah, je lui vole sa voix, c'est fini. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Bon. Donc, c'est un outil. Moi, je dis que ça apporte des évolutions, mais ce n'est pas la révolution. Ce n'est pas parce qu'il y a cet outil-là que votre métier va disparaître. Par contre, il va falloir que vous sachiez comment vous en servir et ce que vous allez pouvoir en tirer. Donc il y a des choses qu'on peut en tirer, il faut qu'on apprenne à s'en servir, ça c'est absolument clair. Il faut se dire que quand dans une entreprise, on ne va pas mettre l'IA pour le plaisir. On met l'IA parce que ça rapporte, parce qu'on y gagne, sinon ce n'est pas la peine. Et quand on le fait, il faut le faire en vraie grandeur. Discussion, encore une fois, Yannick, qu'on avait eu cet été. Hein. Comment je fais pour déployer ce truc-là en vrai, quoi ? Pas pour faire joujou. Et ça, c'est encore assez difficile. Il faut former les gens. Il y a plein de risques. Je ne vais pas les lister ici parce que la liste est énorme. Très, très risqué. C'est un métier risqué si vous vous mettez à utiliser ce truc-là. Faites attention à ça. Et puis, si vous attendez que ça disparaisse, là, vous avez perdu parce que ça ne disparaîtra pas. Merci François, c'était passionnant. On va pouvoir démarrer le débat. Alors, on va essayer de voir un petit peu comment vous les utilisez. Vous êtes un peu la palette de ce qui peut se faire aujourd'hui, peut-être en IA. Je vais d'abord me diriger vers Maxime Piquette. Alors toi, je ne sais pas en combien de temps tu as gagné 1 million d'utilisateurs sur Ocha. Tu es une des premières plateformes de marketing et d'hébergement pour le podcast, qui s'appelle Ocha, qui s'est lancée ailleurs qu'en France d'ailleurs. Et ben aujourd'hui, tu as dit carrément, moi j'intègre ChatGPT, puisque moi, mon idée, c'est de proposer des outils pour rendre la vie un peu plus facile aux podcasteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu utilises l'IA aujourd'hui ? Totalement. D'abord, j'ai envie de dire que je trouve passionnant et parfaitement fait le résumé de Françoise là-dessus, et je m'inscris totalement dans ce qui a été dit. Moi, ma vision, je pense que c'est ce qui a été aussi un peu dit ici d'une certaine manière, c'est l'IA, de toute façon, demain, sera aussi évident dans une application qu'un copier-coller. Donc, on ne l'évitera pas, autant l'embrasser direct, autant essayer de travailler avec et de trouver comment on peut l'intégrer de façon intelligente. Nous, quand on a vu ChatGPT arriver, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait, effectivement, avec une réflexion, travailler avec. On l'a intégré dans un outil. On a un outil de social media management qui permet de gérer toute sa communication sur les réseaux sociaux.
Et en un clic, grâce aux métadonnées de ton podcast, on te génère ton post Facebook, ton post Twitter, ton post LinkedIn, ton post Instagram. C'est fiable ça? C'est-à-dire... parce que les critiques qu'on a fait avec ChatGPT, on s'est tous amusés, des fois on était un peu... Non mais c'est... De toute façon, je pense que ce qu'on peut se dire sur l'IA, c'est la même chose qu'un humain. L'IA est aussi fiable qu'un humain. Donc tu vas avoir un contenu proposé par une IA qui de toute façon est certainement pas parfait. Des fois on a l'impression que c'est Wikipédia en pire. Tout dépend. Non, mais alors, vraiment, pour beaucoup l'utiliser aujourd'hui, et notamment dans la pratique générative, tu as des contenus, et je m'inscris encore une fois dans ce qui a été dit ici, l'IA est meilleure que, je pense, ici, l'ensemble des personnes présentes ici, pour généralement générer du contenu. En tout cas, plus rapidement, parfois meilleur. Et pour venir à un sujet qui est important chez nous, chez nous, on est une plateforme de marketing de podcasts et de distribution. Un sujet est important, c'est les métadonnées. Simplement, il s'avère que nos éditeurs sont beaucoup plus fans de faire leur contenu que de générer des métadonnées, le marketing, etc. Donc la partie SEO, on va dire, du podcast. Exactement, la partie SEO du podcast. Qu'est-ce qu'on fait? Dès l'année prochaine, et dès le premier quarter de l'année prochaine, on va transcrire automatiquement les épisodes. Donc vous allez uploader votre fichier sur Ocha. On va faire la transcription pour comprendre le contenu de votre podcast. Et on ne va pas simplement faire une description simple et bête de ça, c'est qu'on va comprendre et faire une description qui est ce qu'on appelle SEO friendly, c'est-à-dire qui correspond et qui va bien fonctionner pour une recherche par des robots et une recherche aussi pour la mise en avant de tes podcasts. Quand tu tapes, interview business sur Spotify ou sur Apple Podcast, que tu sois parmi les premiers référencés. Ça, c'est un enjeu très important. Donc demain, en résumé, je fais mon podcast, je ne sais pas, moi je suis journaliste dans The Media Leader, je fais mon podcast, je upload l'audio sur Ocha et automatiquement, tu me sors quoi? Une pochette, une description et la métadonnée et ensuite, c'est balancé sur les plateformes d'écoute? Ouais, je te fais... Sans rien faire? Je te fais titre, description, chapitre, newsletter... et je te fais même tes posts pour tes réseaux sociaux sans rien faire, tu as juste à cliquer. Ce sera on air l'année prochaine, ça? Et je t'ai dit tout ton plan de communication sur le mois entier pour cet épisode. Il faut que je vérifie quand même ou pas? Ouais, bien sûr, mais attends, bien sûr. Non mais si tu donnes ça, personnellement j'ai des collaborateurs, je leur fais entièrement confiance, c'est pas pour autant que de temps en temps je regarde pas ce qu'ils font, qu'on ne change pas sur ce qui est fait. Ça n'empêche pas le contrôle, évidemment. Par contre, je peux t'assurer que tu vas gagner du temps. Un temps inestimable en faisant tout ça. Et j'ai encore un client, une grande radio nationale que je ne vais pas citer ici. Je regarde leur description, une phrase, toujours la même, un truc de mention légale. Et je leur dis, mais les gars, qu'est-ce que vous faites là sur votre les métadonnées? Vous n'êtes pas visible, nulle part, ni en SEO classique, ni en SEO podcast. Et ils me disent, bah ouais, on n'a pas le temps, c'est généré automatiquement, etc. Donc ce genre de technique, demain, va leur permettre automatiquement de générer ça. Alors justement, la transition est toute faite avec Pierre-Emmanuel du côté de Lagardère, notamment Europe 1. Aujourd'hui, comment on utilise ChatGPT? J'imagine qu'il a fallu mettre des garde-fous auprès notamment de la rédaction, puisque c'était un peu comme le début quand Wikipédia est arrivé. Moi, quand j'ai démarré ma carrière de journaliste il y a une quinzaine d'années, on nous disait attention, Wikipédia, interdit d'utiliser, etc. Alors aujourd'hui, Wikipédia est devenu un peu mieux. Est-ce que finalement, on a la même philosophie dans une rédac comme Europe 1 où attention de ChatGPT, ça ne veut pas dire que derrière, il faut faire n'importe quoi? Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a une certaine mesure dans l'usage de l'IA. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique où la partie exploratoire est menée par quelques-uns, avec une volonté de générer, de faire que le contenu en fait, qui vient d'un contenu radio puisse en fait vivre sous différents formats avec le moindre effort possible. Donc on va être vraiment dans une logique de transformation du contenu pour pouvoir, grâce à de la métadata, le convertir en texte. Par exemple, la transcription, donc du speech to text, générer de la métadata descriptive. On l'a fait et c'est on air aujourd'hui sur des podcasts Mystère inexpliqué par exemple, où effectivement c'est du contenu qu'on a ingéré et qui nous a généré tous les scripts et tous les descriptifs, bien évidemment, revérifiés par l'humain, recheckés par l'humain. Mais par contre, effectivement, ça nous aide à augmenter la productivité. On ne pourrait pas en fait, accélérer en fait, le volume de podcasts et de contenu à équipe équivalente sans ce soutien-là. Après, le deuxième élément, c'est que, et c'est la particularité qu'ont les marques médias et les médias
aujourd'hui dans le monde de l'IA, c'est que ce sont en fait ceux qui attirent le plus la convoitise en fait des outils d'IA. Et donc pour le coup, on a aussi dans nos efforts, on doit mettre de l'effort dans l'usage de l'IA, mais on doit mettre de l'effort dans la protection de nos contenus pour ne pas qu'ils soient pris par les IA et réutilisés à des fins non maîtrisées par nous et non rémunérées. Il y a certains groupes qui ont bloqué, je pense à Radio France. On l'a fait. Vous l'avez bloqué, c'est-à-dire ChatGPT et les autres ne peuvent pas se nourrir des contenus d'Europe 1. C'est qu'au moment où ils se nourrissent, on leur dit qu'il faut venir négocier avec nous pour utiliser nos contenus. Ils veulent négocier avec vous ? Personne n'a frappé à ma porte aujourd'hui, mais personne n'a frappé à la porte d'aucun des éditeurs aujourd'hui, donc on s'allie. C'est vrai qu'il y a deux philosophies là-dessus. Hein. Il y a des groupes de presse, je sais pas, Prisma, Reworld, qui nous disent nous, on laisse ouvert et on est ouvert à la négo, et d'autres, comme vous par exemple, comme tu le dis, vous bloquez complètement. En fait, la logique, c'est que ce sont les mêmes acteurs qui font l'exposition maximale en fait, de vos contenus, via le SEO par exemple, de ceux qui développent en fait les langages qui vont faire de l'IA. Donc certains acteurs ont peur en fait qu'en coupant il y ait un impact sur leur exposition traditionnelle. D'autres, comme nous, on se dit que de toute façon notre contenu a de la valeur, donc il n'est pas question aujourd'hui. Et on l'a sur l'audio, on l'a sur le texte, on l'a nous aussi beaucoup avec Paris Match sur la photo. Donc c'est vraiment des choses où on passe beaucoup d'énergie en fait quand on travaille sur l'IA à se protéger. Et le dernier point qui est important aussi, notamment puisqu'on parle d'audio, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a fait des tests sur de l'IA sur de la vidéo, on a fait des tests sur l'IA sur de la photo, on a fait un JDD Mag avec toute une illustration en fait, d'une enquête sur Michel Houellebecq où on illustrait via une IA. Et en fait, quand vous faites sur de l'image, vous avez la capacité à donner toute la transparence par rapport à votre utilisateur. Quand vous le faites sur l'audio, et je pense que tu en reparleras peut-être Benoît, c'est très compliqué en fait. À chaque instant, vous n'allez pas mettre un bip de fond pour dire qu'en fait c'est une voix générée par de l'IA. Donc c'est un enjeu qui est très très compliqué pour nous de se protéger et d'avoir la transparence pour l'utilisateur. Benoît, tu es cofondateur de Paradiso Media, un des premiers groupes de production de podcasts natifs en France, Paradiso Binge. Je t'ai invité parce que vous commencez à mener des tests assez intéressants sur l'utilisation de l'IA pour adapter un certain nombre, puisque le frein, on va dire, pour le développement d'un studio de podcast, c'est la langue, au final, hein, par rapport à la vidéo, où c'est beaucoup plus difficile d'adapter de l'audio dans tous les pays. Alors, tu es venu avec un petit extrait sonore. Peut-être que si tu veux, on va l'écouter, puis tu vas nous aider à le décrypter. Allons-y. Je demande à la régie de le lancer. Marat Gabidouline a accepté de répondre à ces questions. Marat, c'est un ancien commandant de Wagner, aujourd'hui exilé en Europe. La société militaire privée, qui envoie des mercenaires en Syrie. Tu as vendu ta vie à une société militaire. Elle fait de toi ce qu'elle veut. Marat Gabidouline agreed to answer these questions. Marat is a former Wagner commander, now exiled in Europe. The private mercenary company sending mercenaries to Syria. Je pense que c'est fini. Tu penses que c'est fini? Voilà, c'était l'extrait. Explique-nous ce qui s'est passé. On a entendu du français, on a entendu de l'anglais, et il y en a une, c'est de l'IA, je crois. Absolument. Je pense que tout le monde a deviné, enfin, sans doute. Le plus étonnant, c'est que cet extrait, j'aurais pas pu le jouer il y a ne serait-ce qu'un an. C'est allé tellement vite cette année. ChatGPT, c'est une évolution longue, on en a tous parlé. D'ailleurs, on a commencé à l'utiliser, comme beaucoup dans le domaine de la création. En revanche, sur l'audio, c'est un médium sur lequel il y a eu assez peu de révolution technologique, en fait. La vidéo a énormément progressé ces 20-30 dernières années, avec la 3D, etc. L'audio est resté un média complètement naturel, en fait. Et là, il s'est passé une espèce de révolution. Alors nous, en tant que créateurs de podcasts, on est d'abord habitués à une chose, c'est à la tech, puisqu'on est né essentiellement du digital. Donc ça a été une forme d'évidence pour nous de se pencher tout de suite sur ces questions-là. L'autre élément, c'est qu'on est aussi un média très jeune, qui est donc souvent, et merci Yannick, Gauthier, Antoine, en recherche de financement et de solutions pour amener les annonceurs sur notre marché, pour financer nos programmes. Et donc il y a un enjeu de budget qui est très important, et donc évidemment, avec toutes ces solutions d'IA, on y a vu une opportunité, sans doute, de réduire un petit peu les coûts. Mais, et il y a un très gros mais, il y a un cercle sacré entre l'audio et les auditeurs, parce que, et j'ai passé les dernières années à le dire, l'audio c'est le média de l'intime, c'est le média de l'humain, c'est le média du vrai. Et donc, il y a quelque chose de totalement antinomique pour nous, qui représentons cela, d'aller sur des solutions qui sont, de fait, assez inhumaines. Alors, pour en revenir à l'extrait, oui, la première version que vous avez entendue française était entièrement faite par des humains.
journalistes, extraits, etc. Et la seconde sont des voix générées intégralement par l'IA. Ce ne sont pas des voix générées, d'ailleurs, ce sont des voix clonées, puisqu'on a cloné toutes les voix du premier extrait sur le second. Alors, j'ai juste une question Je t'en là-dessus. prie. Françoise a parlé des producteurs Hollywood, mais est-ce que demain, nos voix off, nos voix radio, elles vont pas faire grève en disant « Non mais attendez, les gars, vous utilisez ma voix, vous faites de l'IA derrière, je vais perdre mon boulot ». Bien sûr. Et d'ailleurs, on n'en est pas là. On en est à la phase des tests. On a besoin d'avoir un œil sur tout ce Donc qui c'est se fait l'éthique et aussi. de trouver évidemment les bonnes pratiques. Le podcast s'est créé finalement sans règles, dans un espèce de vide juridique. Et d'ailleurs, c'est encore largement le cas. Donc on a construit les règles et les pratiques et l'éthique en marchant, en produisant. Il en va exactement de même pour l'IA. C'est un mélange de bon sens, d'échange avec nos partenaires. Aujourd'hui, ce que vous avez entendu, c'est pas quelque chose qu'on est prêt à diffuser. C'est quelque chose qu'on a produit, qu'on a fabriqué. On a adapté d'ailleurs un très grand nombre de nos programmes à l'international de cette façon-là, mais c'est pas encore sorti. Pourquoi ? Parce qu'on est en plein dans un espèce de Grenelle de l'IA, je dirais, tant à l'interne chez nous, chez Paradiso Binge, qu'avec nos partenaires, les comédiens, voix en premier lieu. Donc artistiquement, c'est prêt, il y a juste Exactement. une question éthique pour ne pas Éthique. flouer finalement les créateurs. Tout à fait, éthique, morale, et on ne se lancera pas tant que le cercle vertueux n'aura pas été trouvé. En termes de rémunération, alors il y a plein de schémas possibles. Et qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est pas à moi de répondre aujourd'hui. En revanche, il y a des opportunités. Et pour répondre à l'inquiétude de Françoise tout à l'heure, à mon sens, si nous en arrivions à cloner, comme on a pu le faire dans l'extrait, la voix d'un comédien français pour l'exploiter sur d'autres territoires, il lui serait évidemment payé une licence, comme aujourd'hui on licencie une musique sur un usage de synchro publicitaire, par exemple, pour différents pays et médias dans le monde. Donc c'est à peu près la même idée. Évidemment, ça chamboule quand même beaucoup le métier. C'est ce modèle-là qui n'est pas encore au point, en fait, qui n'est pas prêt. Voilà. Peut-être ce soir, puisque l'AI Act doit être voté ce soir. Voilà, donc tu l'as dit, il y a la phase de test, il y a l'œil en avant, et puis ensuite il y a l'intégration dans les workflows, et ça c'est décalé d'environ 6 mois. Donc aujourd'hui il y a des choses qu'on utilise nous déjà, sur la gestion, sur la post-production, la gestion des ambiances, la séparation de pistes, etc. Ça c'est concret, on s'en sert déjà. En revanche, le cloning et le deepfake, c'est-à-dire la voix entièrement générée par IA, là on est à l'étape de test, on joue avec, on cherche, on essaye, mais on respecte évidemment le produit final et l'auditeur en particulier. Merci. Vous reviendrez en parler, puisque je pense qu'on n'en a pas fini avec cette histoire d'intelligence artificielle. Merci à vous quatre Merci beaucoup d'avoir apporté vos éclairages.